C'est parti, salut les gens, on se retrouve Lyoma pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons continuer la série de vidéos Tana, toujours le module d'anatomie avec la deuxième unité de la deuxième année médecine, l'unité sur l'appareil digestif. Et aujourd'hui, après avoir étudié la structure et l'anatomie de l'estomac, on va s'attaquer à l'élément suivant, ou du moins aux deux éléments suivants, les huma, le duodénum et le pancréas, qui vont constituer une unité ou du moins un bloc anatomique, structurel et fonctionnel qu'on va étudier kiff kiff, le bloc duodéno-pancréatique. Donc avant de commencer le cours Tana, on remercie, comme à notre habitude, les professeurs de la faculté de médecine d'Alger pour le diapo de cours, qui n'est pas signé. Je ne connais pas du coup l'auteur exact le diapo, même si je soupçonne très fortement professeur Touya de l'avoir fait le diapo, c'est le style Taha. On remercie professeur Touya si c'est vraiment elle qui a fait le diapo de cours et de manière générale les professeurs de la faculté de médecine d'Alger pour tous les diapos que j'utilise les vidéos Teway. Sans aide des diapos, je ne pourrais pas bien sûr expliquer les différents cours à demain. Donc, sans plus tarder, on peut commencer notre cours sur l'anatomie du bloc duodéno-pancréatique. Alors jusqu'à maintenant, l'étude de l'appareil digestif, je dis bien appareil, non pas tube digestif, parce qu'on a étudié les glandes salivaires, on a fait jusqu'à maintenant la cavité orale. Bon, bien sûr, le premier cours c'était sur le péritoine. On avait étudié le péritoine, séreuse, membrane séreuse qui recouvrait les différents organes les plus importants de l'appareil digestif au niveau de la cavité abdominopelvienne. On avait commencé l'étude du tube digestif avec la cavité orale. Cavité orale auquel étaient annexées des glandes, les glandes salivaires, qui, donc glandes plus tube digestif, me donnaient l'appareil digestif. On a la structure du pharynx, l'œsophage, et dernièrement, on a parlé donc de l'estomac, donc cette poche, la poche gastrique, qui permettait donc une phase importante de la digestion, qui est la phase gastrique par le biais de libération d'acide chlorhydrique, important pour la digestion de certains aliments. Donc après l'étude avec l'estomac, on avait vu qu'il commençait par le cardiaque et se terminait par le pylore, l'orifice pylorique. On va continuer donc l'étude de notre appareil digestif avec cette fois-ci non pas un élément mais deux éléments, deux structures anatomiques importantes. Le premier élément, c'est le duodénum, premier segment de l'intestin grêle, qui fait suite à l'estomac, il fait suite à l'orifice pylorique de l'estomac, très important, car à ce niveau-là va se passer donc une partie donc de la digestion, mais aussi le commencement donc de l'absorption des différents nutriments tawana. Donc ça, c'est le duodénum qu'on va étudier en détail avec le pancréas. Pancréas, c'est une glande amphicrine, elle est mixte. C'est une glande en même temps endocrine, en même temps exocrine, qui va permettre non seulement euh, la sécrétion des sucs pancréatiques, différents enzymes digestifs qui ont pour but de faciliter la digestion au niveau du duodénum, et aussi la sécrétion, d'une manière endocrine, d'hormones très intéressantes et très importantes, très connues, pour la régulation de la glycémie. باش تريغلي كمية تاع السكر اللي راهو يدور نسبة السكر في الدم donc très importante même d'un point de vue pathologique au niveau du diabète et des pathologies diabétiques et autres c'est bien sûr les hormones عليهم c'est bien sûr l'insuline et le glucagon. Donc, ces deux éléments qui, du premier abord, n'ont rien à voir. D'un côté, un tube digestif, une portion du tube digestif, une portion de l'intestin grêle, et de l'autre côté, une glande. وعلاش حنقراوهم في un seul et même cours. Tout simplement parce que les deux organes, deux éléments anatomiques qui marquent le schéma, ils sont très très proches, mais tellement proches que tu peux pas les séparer. Ils sont indissociables d'un point de vue chirurgical. Tu ne peux pas les séparer, le chirurgien ne peut pas séparer pancréas et duodénum, car ils vont former un bloc anatomique compact, solidaire, mais extrêmement solidaire. Donc, le duodénum va former un cadre. Il a une forme de rectangle, une forme de U, une forme de C. Ici, c'est plus un C qui a l'air de se dessiner, qui va permettre l'enchâssement et la fixation de la tête du pancréas, ce qui va fermer le bloc duodéno-pancréatique qui va être étudié kiff kiff parce que déjà ils sont bien l'esrine ma benatom, ils ont un intime rapport de contiguïté ma benatom. Ils auront
Ils seront fixés par les mêmes moyens de fixation, c'est-à-dire le fascia de traite, qu'on a déjà étudié le cours le péritoine. Donc ils vont être plaqués en profondeur. Ils sont très très profonds. Il est très profond, le bloc duodénum pancréatique en profondeur au niveau de la paroi postérieure de notre cavité abdominale, la région moyenne, comme tu peux le voir, au niveau de la région épigastrique. Ils sont collés par un fascia qui est le fascia de traite. Ce qui fait que c'est un bloc, ce sont deux organes qui sont rétropéritonéaux secondairement. Secondairement, parce que leur disposition rétropéritonéale, c'est une conséquence du développement embryonnaire. Au début, le duodénum et le pancréas, ils étaient péritonisés. Le péritone viscéral. كانوا مغرفين البيريتون فيسيرال وكانوا داخل لا كافيتي abdominopelvienne non pas en profondeur, ils n'étaient pas rétropéritonéens, ils étaient intrapéritonéales. De par les rotations du tube digestif et le développement embryonnaire, on a eu un accolement du duodénum et du pancréas à la paroi pariétale postérieure du péritoine, ce qui a transformé le méso-duodénum, le mésolékenchei-duodénum en un fascia, qu'on appelle le fascia de Tretz. Ce qui fait qu'on considère que le duodénum pancréas est en avant par du péritoine pariétal postérieur, car on a une continuité donc entre le péritoine pariétal de la paroi postérieure avec celui de le duodénopancréas. C'est pour ça qu'on considère qu'il est rétropéritonéal secondaire. Donc, ils ont benzoj les mêmes moyens de fixité avec le fascia de traite, mais aussi avec d'autres éléments, d'autres replis péritonéaux qui passent par là. Ce sont les rapports péritonéaux qu'on étudiera plus tard. Ils ont aussi une vascularité en commun, la communauté de leur vascularisation, la tête du duodénum, donc la partie droite du duodénum, la tête du pancréas, la tête du pancréas avec la partie droite, donc du pancréas avec le cadre duodénal, auront une vascularisation en commun. Et donc, des rapports anatomiques en commun, et aussi une fonction complémentaires. Ils sont complémentaires d'un point de vue fonctionnel parce que le pancréas est une glande en même temps endocrine mais aussi exocrine. Et vu qu'elle est exocrine, elle va sécréter donc des enzymes, le suc pancréatique qui va être déversé au niveau du duodénum. Donc ils sont complémentaires au point de vue de la fonction. De part les quatre éléments, on va étudier le pancréas et le duodénum kiff parce qu'ils ont les mêmes rapports, ils ont une vascularisation en commun et ils sont très importants, même d'un point de vue clinique et d'un point de vue pathologique, c'est le bloc duodénopancréatique qui est considéré. Donc, pour le plantar et le court terna, comment est-ce qu'on va étudier du coup les deux organes? On va les étudier chacun au début, la description, l'anatomie descriptive. Ensuite, pour l'anatomie topographique, les rapports, ce sera en commun, vu qu'ils vont constituer un bloc, kiff. Et la vascularisation et l'innervation, nefséché, vu qu'ils sont vascularisés, innervés quasiment de la même manière. Je parle principalement donc de la tête du pancréas avec le cadre duodénal. Le pancréas, on va voir plus tard qu'il a quelques exceptions, si tu veux, d'un point de vue vascularisation. Donc, on va commencer avec l'étude du duodénum. On va voir la définition du duodénum. Qu'est-ce que le duodénum? Winjay, la situation théo, Winjay le duodénum. Quels sont les moyens d'attache, les moyens de fixité théo, et bien sûr la description théo. La description d'un point de vue configuration externe, on va voir que le duodénum, vu qu'il a une forme de rectangle, une forme de cadre, il est constitué en fait de 4 portions, D1, D2, D3, D4, on va les décrire. Et on va voir la structure interne, la configuration interne avec la structure histologique générale, si tu veux, de notre duodénum, même si c'est pas, on va pas s'attarder à la structure vu que c'est étudié en histologie. C'est le but de l'histologie justement. Ensuite, pancréas, on va faire la même chose. On va définir pancréas, nchofo, winjay, la situation TAO, les différentes parties qui vont le composer en anatomie descriptive, même d'un point de vue interne, où je les éléments importants qu'il contient, qui sont importants à retenir. Et on va les rapports du bloc en tant que tel, les rapports qui sont de trois types. On a des rapports avec le péritoine, les rapports péritonéaux. On a les rapports intrinsèques, parce que vu qu'ils vont former un bloc, ça c'est un cadre, hein, c'est un rectangle, il va former un cadre qui va entourer la tête du pancréas. Cette loge qui est délimitée par le cadre duodénal, c'est la loge pancréatico-duodénale. On a des rapports intrinsèques, parce que j'ai des vaisseaux qui vont passer fait le cadre d'ailleurs. Ils vont passer juste à côté du pancréas et du duodénum, très important à connaître. Et on a des rapports
entre guillemets extrinsèque, en dehors de la loge duodéno-pancréatique, avec les organes aux alentours. Les organes aux alentours, bien sûr, de l'étage sus-mésocolique et de l'étage sous-mésocolique, parce qu'on va voir que le duodéno-pancréas a une situation assez particulière. C'est bon, je t'ai hypé pour être le cours. Et bon, on peut commencer donc avec l'étude du duodénum avec l'anatomie descriptive et la définition théorique. Déjà, on va définir le duodénum. Qu'est-ce que le duodénum? Le duodénum, c'est ça. Et c'est ce qu'on va appeler du coup le premier segment de l'intestin grêle, la première partie de mon intestin grêle. Niveau fonction, c'est à ce niveau-là qu'on va avoir le relâchement donc de la bile qui me vient du foie par le biais du canal biliaire principal, le canal cholédoque, mais aussi des sucs pancréatiques. Hein, voilà, j'ai spoilé un petit peu ce que va faire le pancréas. Les sucs pancréatiques vont être relâchés à ce niveau-là, au niveau du duodénum, pour permettre de continuer la digestion. Mais en plus de continuer la digestion, le duodénum, vu que c'est la première portion de l'intestin grêle, on aura le début de l'absorption qui va commencer à se faire. Voilà pour la fonction et la définition du duodénum de manière générale. Situation, Winjay. Alors, il est profondément situé. Il est situé, du coup en arrière, bien en arrière, donc des éléments qu'on a déjà étudiés comme l'estomac, et même en arrière donc du reste de l'intestin grêle. Il est très profond. On dit qu'il est rétropéritonéal secondaire avec le pancréas, comme on a déjà dit. Il est situé en arrière, profondément situé, constitué de plusieurs segments. Premier segment D1, deuxième segment D2, troisième segment D3, quatrième segment D4, qui va me former un cadre en forme de C, ou bien en forme de U, ou là en forme de V. Ça dépend des auteurs qui font chaque hype tchoufou. Quand il dit que je vois un V, quand il dit que là, je vois un C, qui m'a fait le schéma, là je vois un C. Quand il dit que là, c'est un cadre qui a la forme d'un U en renversé. Un U, du coup, sur le côté. Ça, c'est la forme et la situation de ce duodénum qui est en même temps, qui se situe bien sûr aux alentours ici du rachis lombaire. Il est juste en avant du rachis lombaire de L1 jusqu'à L4, on va détailler ça juste après. Et il est en même temps sus-mésocolique et sous-mésocolique. Ça, c'est un détail important. On va voir que parmi les rapports péritonéaux, le duodénum, j'ai le méso, le côlon transverse, donc la racine, le mésocolon transverse, qui va venir croiser des deux. Le deuxième segment, tu as le duodénum. Donc j'aurai une partie foranéenne qui est sus-mésocolique et une partie tahania qui est sous-mésocolique. Ça, c'est un truc important d'un point de vue situation. Maintenant qu'on a vu la forme, on a défini le duodénum, on a vu la forme TAO, on va décrire la configuration externe, les 4 parties qui composent ce duodénum. Alors, on a qui manquent les 4 parties qu'on va appeler D1, D2, D3 et bien sûr D4. Les 4 segments vont avoir des rapports avec les organes qui sont légèrement différents de par leur disposition et ils vont avoir une trajectoire, un trajet différent pour pouvoir me donner ce cadre duodénal, cette forme de C ou là, cette forme de U. On va commencer avec le premier duodénum. Le D1, c'est le segment qui vient juste après l'estomac. Il vient juste après le pylore, l'orifice pylorique de notre estomac. C'est un segment qui est relativement superficiel. Il est sur le même plan que l'estomac. Il se situe bien sûr juste après, sur la droite de l'orifice pylorique, donc il est sur la droite de L1, de la première vertèbre lombaire. Il est légèrement superficiel et il est légèrement mobile. Du moins, la moitié gauche TAO, elle est mobile vu qu'elle est accolée, elle est collée en continuité avec l'estomac, qu'on ne voit pas ici bien sûr. Donc, vu que c'est un segment qui est mobile et que le reste du duodénum c'est un segment qui est fixe, il est fixé, hein, il ne bouge pas, il est fixé par le biais du façade de traite à la paroi postérieure, on va avoir un D1 qui va se diriger en arrière. Il a une direction horizontale, voire même oblique, si on veut être plus exact, il est oblique. Il va se diriger principalement en arrière, chose très importante. Bien sûr sur la droite, comme tu peux le voir, il est sur la droite de L1, il va continuer à aller sur la droite pour former un angle droit. Un angle droit qui va permettre de l'unir au deuxième segment du duodénum D2 qu'on appelle le génus superius. Ce D1, il va mesurer environ 5 cm de long et il va rentrer en rapport avec, en postérieur, le corps du pancréas et en avant, la partie inférieure du foie. On aura le foie qui va avoir un rapport en antérieur
Et en postérieur, on aura principalement le pancréas. Ça, c'est D1. De ce D1, on aura bien sûr l'angle, hadaya, le génus supérieur, qui m'artlik. Et maintenant, le deuxième segment du duodénum qu'on appelle D2, le segment descendant vertical du duodénum. C'est un segment qui va descendre verticalement. Mais L1, حتى ال L4 يهبط لي حتى ال L4 il va prendre قريب كاع le rachis lombaire. Il arrive à L4 et il va former le D3 en formant un angle droit qu'on appelle le génus inferius. C'est un segment relativement long, 10 cm, qui va rentrer en rapport, essentiellement avec le mésocolon transverse. Le mésocolon transverse qui marque il va venir croiser D2. Il va croiser en fait les deux tiers supérieurs de T2 économent le four. Logique, four le mésocolon transverse. Et le tiers inférieur, il dit le mésocolon transverse. Ça, c'est très important à retenir. D2, il entrera en rapport tanit en postérieur, comme tu peux le voir, avec le rein droit. En antérieur, avec bien sûr le mésocolon transverse. Donc, j'aurai du coup le colon transverse qui passera pas loin d'ici. Et puis voilà. Ça, c'est pour le D2. Ensuite, du génus inferius, on aura le D3. Troisième segment du duodénum. Alors, ce segment-là, c'est un segment horizontal tanit qui va venir aller du côté droit jusqu'au côté gauche. Il va traverser L4. Il va traverser L4, il va se terminer au niveau du flanc gauche, ou du côté gauche de la quatrième vertèbre lombaire, du coup de L4. Il va faire ce segment-là entre 8 cm et 10 cm. Entre 8 et 10. Certains de 18, certains de 19. Je vais te dire qu'il va faire, pour résumer, il va faire 10 cm de long. C'est un segment donc horizontal qui va aller de droite à gauche, traverser L4, et il va rentrer en rapport avec en antérieur le mésocolon transverse, bien sûr. Les anses grêles en antérieur toujours. Et en arrière, où عندك en arrière واش عندك عندك L4 عندك L4 وعندك le rachis lombaire بصح قبل L4 واش عندك عندك les éléments de l'espace rétropéritonéal médian اللي هما les vaisseaux المعروفين l'aorte abdominale واش كاين تاني la veine cave inférieure. هادوما les éléments les plus importants qui vont entrer en rapport avec D3. Si tu remarques, oui, on نمد لك les rapports anatomiques تاع les segments D1 D2 les segments تاع le duodénum قبل ما نروحوا le chapitre تاع les rapports باش تشفي عليهم. Parce que le chapitre les rapports, je vais résumer. Là, je te donne les grandes lignes pour pouvoir situer les segments de le duodénum. Ça, du coup, c'était pour le D3. Maintenant, on passe au D4. D4, c'est le dernier segment qui marque Tchofo, qui va faire. Bon, les auteurs m'a fait qu'il y a 7 à 10 cm, qu'il y a 6 cm, pour résumer, qu'il y a des sur 5 cm. Je vais te dire, pour pouvoir 5 cm de long à peu près. C'est un segment qui est vertical, qui se trouve, qui va L4 L2. Mais L4 L2 c'est le segment ascendant du duodénum qui va se terminer au niveau de l'angle duodéno-jéjunal, qui va se terminer avec la jonction avec le jéjunum. Et qui marque ici, l'angle duodéno-jéjunal, il va aller en avant. Parce que le jéjunum, il est en avant. C'est un segment de l'intestin grêle qui est mobile. Il n'est pas fixé qui met le duodénum. Il est fixé à la paroi postérieure, qui est profond. Tu as déjà, rien qu'avec les schémas, tu as la trajectoire et la situation, tu as les éléments anatomiques. Donc, il va monter à la gauche du rachis lombaire de L4 à L2, comme on a dit. Il va faire environ 5 cm, 6 cm. 7 à 10 cm, ça dépend des auteurs bien sûr au niveau de la longueur. Et il se termine l'angle duodéno-jéjunal. Il est en rapport avec quoi? Il va rentrer en rapport déjà au mshdod par le biais d'un petit muscle ici, hein, le muscle qui va permettre ishdo à L1, qui va permettre du coup de l'angle duodéno-jéjunal. Ça c'est un moyen de fixité qui n'est pas cité sur le diapo, mais qui est présent en fait le schéma. Il va rentrer en rapport d'un point de vue antérieur, Mulfour, j'aurai quoi? J'aurai le mésocolon transverse, j'aurai le colon transverse, Multer, j'aurai les anses grêles. Et en arrière, je vais rentrer en rapport avec les différents vaisseaux rénaux, vaisseaux rénaux, oui, oui, les vaisseaux idioniques comme l'aorte, ou même les vaisseaux veineux, hein, la veine cave inférieure, ou du moins plutôt, la veine cave inférieure, qui vont aller au niveau du rein, mais aussi les vaisseaux gonadiques qui peuvent passer par là, comme les vaisseaux spermatiques. En arrière, bien sûr. Moi, ce sont les éléments les plus importants
qui vont concerner les 4 segments, les 4 parties de notre duodénum. Ça, c'est l'anatomie descriptive et la configuration externe de notre duodénum. Donc, si on récapitule, on a défini le duodénum, شفنا la situation تاعو, et on a parlé donc de la configuration externe et donc des 4 segments du duodénum. هضرنا même شوية على les rapports avec les organes, كما راك تشوف. Maintenant, comment est-ce que ce duodénum il est fixé? قلت لك déjà les moyens d'attache du duodénum. Il est fixe, c'est un organe qui est fixe avec la tête du pancréas. Il est accolé à la paroi postérieure de notre cavité abdominale par le fascia de Treitz. Fascia de Treitz qui est un accolement en fait, conséquence du développement embryologique de l'intestin primitif et du tube digestif. De par les phénomènes de rotation, de torsion, de tout ce que tu veux au niveau de l'intestin primitif, le mésolikenchaïd-duodénum, qu'on appelle le mésodiodénum, الصق à la paroi postérieure tel le péritoine, à la paroi du coup postérieure du péritoine pariétal. Ce qui fait que le duodénum et le pancréas, ils sont passés d'organes péritonisés, d'organes intrapéritonéales, à des organes rétropéritonéales secondaires. Secondaires parce que c'est venu du développement embryonnaire. Ils sont accolés du coup par le fascia de Treitz, qui sera le moyen d'attache, le moyen de fixité le plus important pour être le bloc. Avec le moyen d'attache en postérieur, vu qu'ils vont être mrelfés en antérieur par le péritoine pariétal postérieur, oui, en antérieur, ils sont mrelfés par le PPP, le péritoine pariétal postérieur. Tout simplement parce que le fascia qui a permis d'accoler le méso, le duodénum et le pancréas, avec le péritoine pariétal postérieur, a fait que cette lame de péritoine qui va recouvrir le duodénum et le pancréas en antérieur, elle va être en continuité avec le bari, le péritoine pariétal postérieur. Ça, c'est pour le moyen de fixité le plus important. De part et d'autre, de ce duodénum et même aussi de la tête du pancréas, du bloc de manière générale, on aura 2 racines qui vont passer. 2 replis péritonéaux qui vont constituer les rapports péritonéaux essentiels du bloc, le mésocolon, la racine du mésocolon transverse, qui c'est la racine donc du méso, le colon transverse. Elle va passer, qui m'a croiser le D2, le 2 tiers supérieur du D2 économe le four, avec le D1, et le tiers inférieur de D2, avec D3, D4, économe le tête. Ce qui fait que le duodénum, il est en même temps sus-mésocolique de par D1 et les 2 tiers de D2, et il est en même temps sous-mésocolique de par une petite partie de D2, une grosse, et D3 et D4. Ça, c'est très important d'un point de vue situation. Donc cette racine, non seulement c'est un rapport péritonéal important, la racine du mésocolon transverse, mais en plus ça peut être considéré comme un moyen d'attache de fixité secondaire au niveau du duodénum et du pancréas. Zit, un autre moyen d'attache, ou du moins un autre rapport avec le péritoine, un rapport péritonéal, c'est le méso, du moins la racine, le méso les ansgrel, les homa, du coup, le jéjuno-ilion. Alors, le méso les jéjuno-ilion, c'est ce qu'on appelle le mésentère. Et le mésentère, d'ailleurs, qui a une forme d'éventail qui sera étudiée, donc la configuration intérieure, elle est un peu, je vais pas dire compliquée, mais elle est complexe, et sera étudiée pour le prochain cours. Et le mésentère, la racine théo, elle va venir kif croiser le duodénum. Alors qui fait, déjà cette racine, elle va être oblique, qui marque tout. Elle va du coup de haut en bas, elle va avoir une direction en bas. Elle va aller du coup, de la gauche vers la droite. Cette racine-là, elle va venir tudeler l'angle duodéno-jéjunal et elle va aller jusqu'à l'angle ou du moins l'ouverture iliocécale entre l'ilion et le côlon ascendant. Donc cette racine de notre mésentère qui marque, elle va longer le bord droit de D4. Voilà, elle passe du coup juste à côté de D4 et elle va croiser D3. Elle croise D3. Ce qui fait que ce sera un rapport très important, rapport péritonéal important pour le bloc duodéno-pancréatique et un moyen d'attache secondairement ténite. Ça, c'est pour les éléments les plus importants pour fixer le duodénum, qui est bien sûr bien fixé sur la paroi postérieure, qui est bien sûr un segment fixe. On passe maintenant à la configuration interne et à la structure du duodénum. D'un point de vue configuration interne, il n'y a pas grand-chose à dire. Que si, il y a 2-3 éléments à dire qui sont importants. En fibroscopie,
un gastro-entérologue ou là, un médecin de manière générale et avec une fibro, qui va insérer son fibroscope, bien sa fibre optique avec sa caméra ou elle va passer par l'œsophage, l'estomac, il va le duodénum. Il au niveau du duodénum, il va remarquer, il va observer la muqueuse duodénale qui est du coup la paroi ou la tunique interne, la tunique la plus interne de la paroi qui est en contact avec la lumière. Cette paroi, elle va présenter quoi? Couleur rosée, rouge rosé, comme d'habitude, c'est une muqueuse intestinale bien sûr, qui va présenter quoi? Va présenter plusieurs élévations, plusieurs éminences, plusieurs replis en réalité. On a des replis qui ont une forme ici circulaire, on a des replis qui vont être étudiés en histologie bien sûr, les valvules connivantes, les villosités. Moins, ce sont des structures muqueuses, donc des espèces de replis au niveau de la muqueuse, qui permettent d'augmenter la surface de contact entre le duodénum et le chyme qui va passer l'estomac, ce qui va permettre d'augmenter l'absorption, d'améliorer la capacité ou la fonctionnalité de l'absorption pour le segment le tube digestif, le segment du coup de l'intestin grêle. Bon, à demain, il ne nous intéresse pas. On a même aussi des follicules lymphoïdes qui passent par là, mais même ça, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse par contre, ce sont deux replis transversales, que je vais utiliser, que je vais pouvoir étudier. Faites le schéma, il ben très 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 bien. Hamlet, je zoome. Deux replis transversales, je sais pas, tu me diras en commentaire. Deux replis qui sont très très importants qu'on va appeler les caroncules, ou là les papilles duodénales. Avec une papille duodénale majeure, elle est là, et une papille duodénale mineure, elle est là. Ce sont deux surélévations, deux replis de la muqueuse duodénale au niveau de D2, au niveau du segment descendant du duodénum. Les caroncules, la grande caroncule, la petite caroncule, ce sont les ouvertures qui permettent les produits de sécrétion à des canaux très importants. La grande caroncule par exemple, la papille duodénale majeure, c'est en fait l'ouverture du canal pancréatique principal, qui est le canal de Wirsong. C'est lui qui va permettre de transporter les produits de sécrétion exocrines du pancréas, les sucs pancréatiques, les enzymes digestifs. Il fait le canal où il est collé au niveau de la grande caroncule. Ou Tenit, qui marque ce canal de Wirsong, il a une ouverture en commun avec le canal biliaire principal, qui est le canal cholédoque. Il génime le foie, une pédicule hépatique, il transporte la bile sécrétée par le foie, et il la ramène au niveau du D2, au niveau du duodénum. Une ouverture en commun, une ampoule, qu'on appelle l'ampoule de Vater. Cette ampoule hépato-pancréatique, c'est en fait le lieu d'ouverture des deux canaux qui vont fusionner entre guillemets, l'ouverture, sur la muqueuse sous l'aspect d'une papille, d'une surélévation, la papille duodénale majeure. Cette ampoule qu'on appelle l'ampoule de Vater, bien sûr, elle est régulée, l'ouverture et la sécrétion donc les sucs pancréatiques et la bile, elle est régulée par une formation sphinctérienne, des muscles, des structures musculaires qui vont permettre de créer un sphincter qu'on appelle le sphincter d'Oddi. Voilà, ça c'est pour la grande caroncule, la papille duodénale majeure. Et la papille duodénale mineure, elle se situe à 2 cm plus haut que la majeure. Elle va permettre, en fait c'est l'abouchement, c'est l'ouverture le conduit pancréatique accessoire qu'on appelle le conduit de Santorini. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent en italien, mais tu m'as compris. Le canal de Santorini qui va s'ouvrir ici au niveau, en 2 cm plus haut de la grande caroncule. C'est ce qu'on va appeler du coup la papille duodénale mineure. Ou là, la petite caroncule, c'est la même chose. On va dézoomer pour reprendre le diapotana qui m'accane. Alors non, je dézoome un tout petit peu. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bon? Ah non, je dois rezoomer un petit peu pour que ça soit propre. Hop là. Voilà, donc j'ai rezoomé comme il fallait. Donc ça c'était du coup pour les deux éléments importants à retenir au niveau de la configuration interne du duodénum. Maintenant on passe à la structure histologique. La structure histologique elle est très simple à retenir. Alors le tube ternin, qui est le duodénum, il est constitué de la superficie à l'intérieur, donc l'extérieur de l'intérieur, par, comme d'habitude, séreuse, musculeuse, donc couche musculaire, qui m'a
la longitudinale externe et la circulaire interne, sous-muqueuse et la muqueuse qui est du coup la tunique la plus interne en relation avec la lumière, qui présente donc plusieurs formations, plusieurs replis muqueux, très importants pour la fonction du duodénum. Ça, c'était l'étude du duodénum d'un point de vue anatomie descriptive. On passe maintenant au pancréas. Alors, le pancréas, c'est une glande amphicrine, glande mixte qui est en même temps exocrine et en même temps endocrine. Alors, exocrine, pourquoi? Parce que elle possède un parenchyme dysfonctionnel, un parenchyme exocrine important qui va permettre de produire le suc pancréatique. Mais du moins, du coup, tu as des enzymes digestives qui vont être sécrétées au niveau du duodénum. Ça, et du coup, ça va participer à la digestion. Ça, c'est la partie exocrine. La partie endocrine, par le biais des îlots de Langerhans, que tu as déjà étudié au lycée, va sécréter des hormones importants qui vont passer au niveau du sang pour réguler la glycémie, يعني le taux de sucre في le sang, يعني نسبة السكر في الدم. Donc, deux hormones très importantes pour les pathologies comme le diabète, معروفين, l'insuline et le glucagon. Ça, c'est le pancréas, la définition TAO et sa fonction. D'un point de vue structural, il a une forme, déjà il est allongé transversalement, c'est une glande qui est l'horizontale, elle est la largeur, mais vraiment la longueur. Voilà, donc elle va aller du coup en direction transversale, elle est allongée. Ken يقول لك بلي a une forme, bon, elle a une forme assez irrégulière, on va pas se mentir, un aspect granuleux. Ken يقول لك عنده une forme de virgule, une espèce de grosse virgule. C'est vrai, j'ai l'impression elle a une forme du logo de Nike. Il y a, tu prends le logo de Nike et tu l'inverses, c'est bon, en fait le pancréas avec du coup plusieurs parties qu'on va étudier, une tête, un isthme, un corps et une queue, et aussi ce qui va permettre de donner cette forme de virgule, c'est ce petit crochet. Petit crochet là qu'on va, donc je fais le SMTAO juste après. Donc une forme assez irrégulière, allongée transversalement, profondément située, donc aux alentours de L1, L2. Donc elle va se situer, comme on a dit, au niveau de L1 et de L2, au niveau du rachis lombaire. Et c'est une glande donc, qui va avoir les dimensions suivantes. Environ 15 cm de long, donc la longueur de 15 cm. Quand il y a le 16, 18, c'est des longueurs variables. Pardon, sont des dimensions variables de par les variations anatomiques et de par le fait est que les auteurs mettent fait à mouche. Au niveau de la hauteur Henaya, ça peut être considéré comme la largeur si pour le pancréas. Elle peut aller de 6 à 7 cm, l'épaisseur environ 2 cm et le poids aux alentours de 80 grammes. On la schématise généralement comme ayant une couleur jaunâtre. Certains auteurs ils disent qu'elle n'a pas une couleur jaunâtre, elle a une couleur pardon, plutôt blanc rosé, rose, blanc, voire jaunâtre. Hanaf les schémas, on a gardé quand même cette couleur caractéristique des glandes qui est la couleur jaune. Ça, c'est notre pancréas de manière générale. Maintenant, niveau de la situation qui manque, il se situe d'un point de vue topographique, bien sûr très profondément, organe profond, fixé, quasiment fixé. Et là, on va devoir, donc il est très profond, en avant de L1 et de L2 comme on a dit. Et là, je vais devoir nous faire une parenthèse pour le pancréas. Le pancréas, la partie, en fait, il a une partie très profonde et une légère partie un peu plus en superficielle. C'est-à-dire, pancréas, donc on va voir la structure théorique, il est composé de plusieurs éléments, on va les voir juste un œil. La tête, le col qui va séparer la tête du corps du pancréas qui est là, c'est toute cette structure-là, et une petite queue, avec un petit crochet qui est le processus incinatus. Cette forme-là permet au fait en pancréas, avec la tête et le processus incinatus, de s'immiscer dans le cadre duodénal. Alors, la le duodénal. Alors, la du coup, le duodénum, ce qui le rend très profond. Par contre, la queue et une partie du corps du pancréas, alors assez loin, ils sont loin du duodénum, mine de rien. Ils vont aller tâter le côté de la rate. Ils sont proches de la rate à ce niveau-là. Hein. Ils sont proches du coup de la région splénique. C'est un peu plus superficiel, plus en arrière de l'estomac, et du coup qui n'est pas totalement en continuité, même la vascularisation, il y aura une différence,
avec la tête du pancréas qui est immiscée dans le cadre du duodénum. Ça, c'était une petite parenthèse importante à connaître. C'est pour ça que certains cours, certains auteurs, quand ils étudient le bloc duodéno-pancréatique, en fait, ils étudient le bloc duodéno-pancréatique plus splénique, yani plus la rate. Ils étudient la rate en même temps. Certains cours d'anatomie, tu peux trouver ça. On a décidé pour ne pas surcharger, parce que déjà, duodéno-pancréas, c'est déjà beaucoup. La rate, avec le système porte, plus tard, le prochain cours, ou du moins le cours d'après, après le mésentère et le jéjuno-ilion, pardon. Donc, نغلقوا la parenthèse. Qui m'a dit organe très très profond d'un point de vue situation, en avant de L1, L2, au niveau de la région épigastrique. Hein, c'est au niveau de l'épigastre, mort de l'estomac, tu vas retrouver le pancréas. Il est presque, non, tu soulignes la phrase, il est presque entièrement sus-mésocolique. Est-ce que là, je fais juste le mésocolon transverse? Le schéma le mésocolon transverse, il passe par D2. Et qui marque l'espace, l'ouverture, tu as le cadre duodénal qui est une ouverture en haut et à gauche, il y aura la tête du pancréas qui va s'immiscer. Ce qui fait que presque, donc il va croiser le pancréas, le mésocolon transverse, mais une grosse partie est sus-mésocolique. Il n'y a qu'une petite partie de la tête et le processus incinatus qui sont sous-mésocoliques. Et ça, c'est une information très importante d'un point de vue situation. Organe fixe, bien sûr, accolé à la paroi abdominale postérieure par le fascia de traite, schéma, le duodénum, solidaire du cadre duodénal, et on a même donné une petite phrase pour que tu puisses te l'imaginer, comme le pneu et la jante d'une roue. Tu le pneu, et bah c'est quasiment la même chose. C'est une très belle analogie qui permet de s'imaginer qu'en fait le duodénum il est en train de circonscrire la tête et le processus incinatus, le crochet de notre pancréas. Donc, pancréas d'un point de vue configuration externe, d'un point de vue anatomie descriptive, d'un point de vue subdivision, qui manque il a une forme variable. Un قلت il a la forme, moi je trouve, à حسب les schémas, il a la forme d'un logo Nike. Une forme de virgule à peu près, une forme de crochet, qui va être allongé dans l'axe transversal, un axe transversal horizontal, et qui m'a elle va avoir tendance à avoir une direction oblique en allant en haut et à gauche. Et à gauche, en suivant l'axe du coup, tu as l'ouverture du cadre duodénal. L'ouverture, tu as le cadre, il est en haut et à gauche. Donc, il se constitue au fait de 4 parties. 4 parties, voire 5. Alors, on va voir les parties à Douma. On a la tête de notre pancréas. Une partie, une zone qui est circonscrite par le cadre duodénal, qui est donc l'une des parties les plus volumineuses de notre pancréas. Cette tête-là va se continuer par un petit crochet qu'on appelle le petit pancréas de Winslow, l'ancienne nomenclature, et qu'on appelle le processus inciné ou la incinatus. Cette petite partie-là. Et le schéma Nqbel, c'était cette petite partie-là. Elle est très importante au niveau des rapports anatomiques, justement. Donc, la tête plus processus incinatus, ce sont les parties qui sont circonscrites par le cadre duodénum pour former le bloc duodéno-pancréatique. Ensuite, la tête, elle va se continuer par une zone rétrécie qu'on appelle le col ou l'isthme du pancréas. C'est la même chose. Ce col et cet isthme du pancréas va permettre de séparer la tête du corps du pancréas. Et ce corps-là va se continuer un peu plus en haut et à gauche, donc flax oblique tel le pancréas, par une queue. Cette queue va être en rapport avec le île de la rate, donc avec la zone et la loge, la région splénique. Ça, ce sont les parties principales de notre pancréas. Sachant que tu fais le schéma, si je veux pousser encore plus la description tel le pancréas, tu verras que c'est un organe qui a bien sûr un aspect granuleux, hein, c'est une glande, et qui est creusé par des gouttières. Oui, oui, oui. C'est un organe qui est creusé par des gouttières. Et oui, donc il est creusé par des gouttières sur une vue antérieure qui sont visibles, et même des gouttières sur une vue postérieure. Alors, quelles sont les gouttières à Douma? Première des choses, entre la tête et le col, on a une première gouttière ici, qui fait référence en fait à le duodénum qui va
laisser une empreinte ici donc sur le pancréas. Ici on voit que c'est le D1 qui laisse une empreinte sur le pancréas, une empreinte visible qui va permettre au chenou de déterminer ou bien de décrire d'un point de vue descriptif un petit tubercule qui sort ici de notre face supérieure de notre pancréas. Ensuite, au niveau entre le corps et la queue de notre pancréas, qu'est-ce qu'on a? On a une autre gouttière. Et cette gouttière, elle fait référence aux vaisseaux de la rate qui passent par là, les vaisseaux spléniques. Si tu te rappelles bien, l'artère splénique, branche du tronc cœliaque, elle va aller donc de l'aorte abdominale, du tronc cœliaque jusqu'à la rate. Elle passera par le pancréas. Elle aura un trajet sinueux, on va le voir plus tard par vascularisation, elle aura un trajet sinueux en zigzag, en montagne russe, où elle va du coup changer entre la partie supérieure du pancréas et la face postérieure du pancréas, supérieure, postérieure, supérieure, postérieure. Et quand elle passe ici, en avant du pancréas, elle va délimiter donc l'espace entre cette gouttière qui va permettre de délimiter entre la queue et le corps du pancréas. Ça, c'est la deuxième gouttière. Première gouttière, c'est pour le duodénum. Deuxième, c'est l'empreinte des vaisseaux spléniques. Et on a une troisième, ici, en antérieur, qui permet en fait de montrer le passage des vaisseaux mésentériques. Les vaisseaux mésentériques supérieurs, artère mésentérique supérieure, veine mésentérique supérieure, qui passent ici en avant de la tête du pancréas, plus précisément en avant en fait du processus incinatus, du crochet ternin du petit pancréas de Winslow. Ça va me donner cette espèce de gouttière de par justement l'empreinte des vaisseaux mésentériques qui passent par là. Ça c'est très important pour la situation et la topographie. Tu sais que les vaisseaux mésentériques passent par là. Tu sais qu'ici on a le D1 qui laisse une petite empreinte. Tu sais ici qu'on a la veine, les vaisseaux spléniques qui passent par là. Ça c'est très important d'un point de vue rapport anatomique. Et en postérieur, alors j'ai pas de schéma en postérieur, quoique si, j'ai un schéma en postérieur. En postérieur, j'aurai les rapports, ou du moins les empreintes le pancréas en arrière. Ce sera par le biais en fait des vaisseaux qui composent le tronc porte. La veine porte ici, elle laisse une empreinte en postérieur, le pancréas. Et la veine porte, elle est composée de quoi? Elle est composée de, de la veine mésentérique supérieure, ici en numéro 2. Voilà. Réunion de la veine mésentérique supérieure avec le tronc splénomésaraïque. Alors, ce tronc splénomésaraïque en numéro 3 que tu vois ici, en fait, c'est la réunion de la veine splénique. Ah, tu vois, la veine splénique avec l'artère splénique, elle laisse une empreinte entre la queue et le corps du pancréas. Et avec la veine mésentérique inférieure. Du moins, les trois veines, mésentérique sup, mésentérique inférieure et veine splénique va me donner la veine porte. Et c'est ce confluent porte, le tronc portéae, qui va me laisser une empreinte en postérieur du pancréas, qui va constituer un rapport anatomique très très important pour notre pancréas ternin. Est-ce que j'ai bien... Oui, voilà, c'est bon. On a bien rezoomé notre diapositive. Donc après l'étude, donc c'est bon, on a terminé avec la description de notre pancréas. Rappel embryologique pour l'origine de notre processus incinatus. Savoir que à la base, pardon, mais le processus incinatus, mais plutôt, faut savoir qu'à la base, faut savoir qu'à la base, euh, le pancréas, il était constitué en fait de deux ébauches pancréatiques, localisées de part et d'autre de l'intestin primitif, un bourgeon pancréatique dorsal et un bourgeon pancréatique ventral. De par les différents mouvements de rotation et les différents mouvements qui accompagnent le développement du tube digestif, qui accompagnent le développement de l'intestin primitif, on aura du coup deux ébauches dorsales et ventrales qui vont s'unir. Elles vont s'unir, ce qui va donc me permettre de me donner le pancréas que tu connais. Et là, tu vois la forme en fait, du logo Ternike, qui n'est pas une analogie anatomique qu'on connaît. Hein. C'est moi qui ai juste dit ça parce que j'ai remarqué, avec la forme, tu as le logo Nike, si tu veux. Tu fais la forme, tu as le pancréas tac. C'était un petit point embryologie. D'un point de vue, tu as les canaux pancréatiques, la configuration interne. Le pancréas, bien sûr, il est constitué d'un parenchyme exocrine et un parenchyme endocrine. Le parenchyme endocrine ne nous intéresse pas en soi.
parce que c'est les îlots de Langerhans qui permettent la sécrétion donc de l'insuline, donc des hormones essentielles comme l'insuline et le glucagon au niveau sanguin. Par contre, le parenchyme exocrine, il est intéressant à l'âge parce que il va, par le biais de différents canaux excréteurs, réunir deux canaux très importants qui vont traverser le pancréas. On a le canal pancréatique principal qu'on appelle le canal de Wirsong. Hop là, il est là. Il va traverser la longueur où le pancréas, l'axe transversal, oblique, et il va venir se terminer au niveau de la grande caroncule, la papille duodénale majeure, avec le canal biliaire principal et le canal cholédoque. Il va relâcher donc les sucs pancréatiques au niveau du deuxième duodénum, et ce canal-là, bien sûr, il se termine, il va rejoindre le canal biliaire, le canal cholédoque, au niveau qui manque d'une ampoule. L'ampoule de Vater, ou là l'ampoule hépatico-pancréatique, une zone donc où est-ce que les deux canaux se sont unis, ils ont été fusionnés. Et bien sûr, cette ampoule-là, elle va être régulée, donc on va réguler le passage des sucs pancréatiques et de la bile qui vient du foie par le biais de fibres musculaires, des muscles qui vont me former une formation sphinctérienne qui va s'appeler le sphincter d'Oddi. Voilà. Deuxième canal, c'est le canal de Santorini, comme je l'avais dit avec l'accent italien. C'est le canal pancréatique accessoire qui, cette fois-ci, lui, va se détacher du canal de Wirsong au niveau de la tête et il va se terminer, il va avoir un trajet horizontal et il va se terminer, comme tu le vois, au niveau de la petite caroncule, c'est-à-dire la papille duodénale mineure, environ 2 à 3 cm pour la papille duodénale majeure. Voilà pour le pancréas ternant. On l'a étudié d'un point de vue wahdo. Maintenant, on va voir les rapports anatomiques du bloc duodéno-pancréatique. Alors, les rapports qui sont intéressants à connaître, ce sont des rapports sur trois plans. On va utiliser bien sûr des coupes transversales et sagittales et des schémas d'un plan frontal pour pouvoir expliquer ces différents rapports. On a trois niveaux de rapports. On a les rapports avec les replis péritonéaux, c'est-à-dire les replis du péritoine terna. C'est grosso modo les moyens de fixité chez Ce sont les rapports péritonéaux qu'on peut observer ici sur une vue, sur une coupe sagittale, une coupe latérale à ce niveau-là. Ensuite, on va voir les rapports intrinsèques dans la loge duodéno-pancréatique. Il y a des vaisseaux, donc ce sont les éléments qui vont laisser une empreinte sur le pancréas. À demain les rapports intrinsèques de la loge dans la loge de don pancréatique. Et on a des rapports à l'extérieur qui sont les rapports avec les organes. À demain, on va les voir sur une coupe transversale qui va passer par T12 pour pouvoir observer les rapports des différents organes en avant et en arrière avec le bloc duodéno-pancréatique. Donc, on commence avec les rapports péritonéaux qui sont les plus simples. Alors, le pancréas et le duodénum qui manquent, ils ont trois rapports importants à connaître. Ils sont presque totalement rétropéritonéaux secondairement. Voilà, parce qu'ils sont accolés par le biais d'une formation péritonéale qu'on appelle le fascia de Treitz. Ce fascia de Treitz, qui est un fascia d'accollement, permet d'accoler le bloc duodéno-pancréatique en arrière avec le péritone pariétal postérieur. Donc ça, c'est le premier rapport péritonéal. Pourquoi est-ce qu'on a dit presque totalement? Parce que je t'ai dit, la première partie de D1, elle est du coup sur le même plan que l'estomac. Elle est libre, elle est mobile. Donc D1 n'est pas accolé au péritoine pariétal postérieur. Kiff kiff pour la queue du pancréas. Je t'avais dit, Morbelette, j'avais ouvert une parenthèse pour te blesser principalement le col et la tête avec processus incinatus du pancréas qui était ou immiscé et qui était circonscrit par le bloc et qui était du coup en situation très profonde. La queue du pancréas, elle est plus ou moins libre. Elle va être libre, elle va être liée dans l'omentum pancréatico-splénique en rapport donc avec bien sûr la rate. Donc à deux mois, ce sont des éléments importants à connaître. Donc, premier rapport, le fascia de Treitz. Deuxième rapport, c'est bien sûr la racine du mésocolon transverse. La racine du mésocolon transverse, bien sûr, va être oblique en haut et à gauche, et elle va croiser des deux, et elle va croiser la tête du pancréas. Ce qui fait que, donc c'est un rapport important d'un point de vue péritonéal, mais aussi, hein, tu le vois sur le schéma Tehtani, elle traverse du coup des deux, il y aura une partie qui est sus-mésocolique et une partie qui est sous-mésocolique.
Deuxième rapport. Troisième rapport, c'est la racine du mésentère. Le mésentère, du coup l'intestin grêle, le mésothéo, la racine théo, va aller de l'angle duodéno-jéjunal jusqu'à l'angle ilio-sécal, ou du moins l'ouverture ilio-sécale, qui va permettre donc la communication entre l'ilion et le côlon ascendant théé. Donc, cette racine-là va croiser, donc elle va loger, elle va passer à côté de D4, elle va loger le bord droit de D4 et elle va croiser D3 en même temps, ou qu'un petit peu du pancréas. Ce qui fait que ce sera un rapport péritonéal important en antérieur, bien sûr, pour le bloc duodéno-pancréatique. Donne-moi les trois rapports péritonéaux les plus importants: le fascia de Tretz, la racine du mésocôlon transverse et la racine du mésentère pour les rapports péritonéaux. Ici, on peut dire aussi qu'en arrière, on a le confluent veineux portal qui se glisse au niveau du fascia d'accollement de Tretz. Mais d'ailleurs, on va en parler, les rapports aient lieu juste après. Au niveau de la loge duodéno-pancréatique, alors les rapports intrinsèques, ils peuvent être résumés avec ce simple petit schéma. Alors ce petit schéma, enfin les deux schémas à deux mois, permettent de montrer que donc le cadre qui est délimité par le duodénum et dans lequel on va retrouver le pancréas, les rapports théoham intrinsèques, ils sont limités par les différents vaisseaux, les différents tubes qui vont passer par là. Déjà, bien sûr, il y a le premier rapport le plus important, c'est le rapport entre le duodénum et le pancréas eux-mêmes. On dit que le bord du duodénum, ici, il est creusé d'une gouttière. Et c'est là où le pancréas va venir se coller. Il n'y a pas de limite anatomique vraiment distinguable ou la franche qui permet de séparer la tête du pancréas du deuxième segment duodénal, du D2. C'est pour ça que d'un point de vue chirurgical, ils sont inséparables ou du moins indissécables l'un de l'autre. Donc ça, c'est un rapport très important. C'est le rapport le plus logique en fait. Ensuite, on a les rapports les plus importants que tu dois retenir, enfin les rapports importants à retenir Tanit, c'est que les éléments qui vont venir laisser une empreinte sur le bloc duodéno-pancréatique, et sur la partie à la tête, le pancréas, ce sont bien sûr les vaisseaux mésentériques supérieurs, artères et veines mésentériques supérieures qui vont passer ici en arrière. Ils sont d'abord en arrière du col du pancréas et ensuite ils vont aller en avant donc du processus incinatus et en avant de D3 qui passe au niveau de l'incisure pancréatique qui est délimitée par la tête et le processus incinatus. Ça, c'est un rapport très important. Ensuite, en postérieur, qu'est-ce qu'on a? On a la veine porte. La veine porte qui naît de la réunion donc de la veine mésentérique supérieure et du tronc splénomésaréique ou la splénomésentérique, réunion de la veine splénique et de la veine ici en numéro 5 mésentérique inférieure pour me donner le tronc porte TAE. Il est en arrière du pancréas. Et dernier élément, c'est le canal cholédoque, le canal biliaire, la voie biliaire principale que tu vois ici en vert. Alors ce canal cholédoque, ce canal biliaire, d'abord il va être en postérieur vis-à-vis du pancréas et ensuite, comme tu l'as remarqué, les schémas de la configuration interne, les schémas donc de la structure naya, il va se terminer au niveau du duodénum en passant dans le pancréas. Donc il va être intrapancréatique. Ça, c'est un élément très important au niveau du canal pancréatique. Il va bien sûr s'aboucher sur D2 au niveau, bien sûr, avec le canal du Wirsong au niveau donc de l'ampoule de Vater, flap grande caroncule. Donc les rapports intrinsèques, c'est bien sûr vaisseau mésentérique supérieur, la veine porte, canal cholédoque, et bien sûr, le rapport le plus important, c'est entre les deux éléments, duodénum et pancréas. Maintenant, on passe au rapport extérieur. Alors, les rapports extérieurs, je les ai déjà cités grossièrement pour le duodénum au niveau des éléments, hein, si on veut détailler. On avait dit que D1, il était proche du coup du foie et il était proche donc du foie en antérieur. On avait dit que D2 était proche donc du rein du côté droit, et il était proche en avant donc du côlon transverse ternant, du mésocôlon transverse. On avait dit que D3 il était en rapport en postérieur avec les éléments rétropéritonéal médian, aorte et veine cave inférieure. En avant c'était les anses grêles et le côlon transverse.
Et le D4 تاعنا, il était en rapport en postérieur avec les vaisseaux euh, gonadiques et rénaux en arrière. Et en avant, c'était bien sûr Miltahta avec les anses grêles et le côlon transverse terne. Ça, c'était les rapports que j'avais cités pour les différents segments du duodénum D1, D2, D3. Là, maintenant, on va prendre d'une manière générale le bloc duodéno-pancréatique. Quels sont ces rapports externes? Alors, les rapports externes TAO, on va les diviser en deux, en avant et en arrière. On va pas se casser la tête. On a pris une coupe transversale qui passe par T12. Alors, pourquoi est-ce qu'on a pris une coupe transversale qui passe par T12 alors que normalement, le pancréas, il est normalement visible, il se projette sur L1, L2, et le duodénum, c'est la même chose, c'est de L1 jusqu'à L4. Pourquoi est-ce qu'on a pris une vue par T12? On a pris une vue par T12 pour pouvoir déjà observer bien comme il faut l'estomac, rapport très important, et bien observer la masse hépatique, le foie ternant. C'est pour ça, c'est pour observer les rapports qu'on a fait cette coupe sur T12, coupe transversale. C'est pas pour observer le duodénum et le pancréas de manière spécifique. Donc, les rapports. En antérieur, ou عندك? Ici, est-ce qu'on peut apercevoir une partie des éléments tels le courterna, le duodénum ou le pancréas? On peut apercevoir le pancréas. Ici, c'est quoi? C'est la queue et le corps du pancréas, vu qu'on a dit qu'il a une direction, un axe oblique en haut et sur la gauche. Donc ici, le boule fourranite, le pancréas, il benli. Un peu plus tard, on va trouver la tête du pancréas avec le duodénum qui n'est pas visible ici parce que ici la coupe elle passe par l'estomac sur T12. Donc quels sont les rapports? En avant, on aura deux organes bien imposants qui sont le foie et l'estomac. Le rapport en avant avec l'estomac, il se fera bien sûr par le biais de la bourse omentale, donc de l'arrière-cavité des épiplombs. Cette bourse omentale qui commence par le hiatus de Winslow avec la porte bleue, hein, donc la veine porte et la veine cave inférieure, va du coup posséder plusieurs parties dans la poche rétrogastrique juste en arrière de l'estomac. Donc c'est par le biais de cette bourse omentale qu'on aura les rapports antérieurs du bloc duodéno-pancréatique, rapport avec l'estomac, et on a aussi un rapport en antérieur avec le foie. En postérieur, vu que c'est un bloc, c'est une entité anatomique qui est rétropéritonéale secondaire, il va rentrer en rapport avec les éléments de la région rétropéritonéale, aussi simple que ça. Quels sont les éléments de la région rétropéritonéale? L'aorte, veine cave inférieure, rein gauche surrénal gauche, rein droit surrénal droite, et le rachis lombaire normalement, parce que ici bon c'est sur T12, mais qui montre que la coupe elle est là juste pour observer les rapports. C'est c'est le rachis lombaire, il y a les éléments, le rapport en arrière. Donc voilà, donc à les éléments de la région rétropéritonéale. Si on veut détailler, on dirait qu'au niveau de la tête, bah, c'est au niveau de la tête du pancréas bien sûr, hein. Surrénal et rein du côté droit, hamlik. Au niveau du corps et au niveau du segment D3 ténète, on aura l'aorte et la veine cave inférieure avec le rachis lombaire. Et au niveau de la queue, ce sera la surrénale et le rein gauche, tout simplement. Passe maintenant à la vascularisation du bloc. La vascularisation artérielle, elle se fera selon deux sources, deux branches collatérales, donc tu as l'aorte abdominale, l'ihoma, le tronc cœliaque et l'artère mésentérique supérieure. Alors le tronc cœliaque, tu connais déjà, c'est une branche, c'est la première branche collatérale viscérale, il faut bien préciser viscérale, de l'aorte abdominale, qui va se diviser donc en trois artères. La gastrique gauche, vasculariser l'estomac. La splénique, qui va aller jusqu'à la rate, en plus. Et l'hépatique commune, l'artère hépatique commune qui va me donner deux artères. L'artère hépatique propre qui va venir rejoindre le pédicule hépatique avec la veine porte et le canal et la voie biliaire principale, canal cholédoque. Et en me donnant du coup cette hépatique propre, l'hépatique commune donne aussi la gastro-duodénale, l'artère gastro-duodénale qui permet la vascularisation de l'estomac comme on a vu le cours l'IFET, mais aussi du duodénum. C'est ce qu'on va voir d'Ouka. Donc comment est-ce que la vascularisation de ce bloc duodéno-pancréatique va se faire? Par le biais d'arcades. Il y aura deux anastomoses, donc on aura deux anastomoses pour quatre artères. Quatre artères qui vont porter le nom
d'artères pancréatico-duodénales, ce qui est logique. Ils vont vasculariser le pancréas et le duodénum. Donc, ces 4 artères vont s'anastomoser en me formant 2 arcades. Une arcade pancréatico-duodénale en antérieur, ventrale, en avant, et une arcade pancréatico-duodénale en dorsale, يعني en postérieur, en arrière بالpointillé. Numéro 1 ici, faites le schéma, le schéma, l'arcade pancréatico-duodénale ventrale. Et en numéro 2, l'arcade pancréatico-duodénale dorsale en postérieur. Alors elle est formée, du coup, les 2 arcades sont formées par 2 anastomoses pour 4 artères pancréatico-duodénales. On va commencer avec l'arcade ventrale. L'arcade antérieure, elle est formée par l'artère pancréatico-duodénale antéro-supérieure, anastomosée avec l'antéro-inférieur. Ce sont ces 2 artères qui ont formé l'arcade antérieure. Donc l'artère pancréatico-duodénale antéro-supérieure, c'est une branche de la gastro-duodénale, tout simplement. Tandis que, la souris l'artère pancréatico-duodénale antéro-inférieure me vient de la mésentérique sup. C'est tout. Donc on a 2 artères. La pancréatico-duodénale antéro-sup, elle me vient ici, de la gastro-duodénale, et la pancréatico-duodénale antéro-inférieure me vient de la mésentérique sup. Les 2 vont s'anastomoser, me former l'arcade ventrale antérieure. L'arcade dorsale, maintenant c'est la même chose. C'est en postérieur, bien sûr. C'est le numéro 2. Et elle est formée par 2 artères kif-kif. Pancréatico-duodénale postéro-supérieure, l'idjetni kif-kif dans gastro-duodénale. Et l'artère pancréatico-duodénale postéro-inférieure, l'idjetni dans la mésentérique supérieure. Donc 4 artères qui vont s'anastomoser pour former 2 arcades pancréatico-duodénale. Wahda en antérieur ventral, l'autre en postérieur dorsal. Ça, c'est la vascularisation du bloc, de la tête avec le duodénum, la tête du pancréas avec le duodénum. Maintenant, tu peux te poser la question, Wessim, tu nous as divisé le pancréas en 2 entités, la tête qui est enchâssée donc avec le duodénum qui a formé le bloc, ou le baqi qui était du coup le corps avec la queue du pancréas. Ils sont vascularisés par quoi? Eh bien, ils sont vascularisés par essentiellement l'artère splénique. Alors, l'artère splénique, c'est une artère donc, qui a pour but de vasculariser l'estomac, la rate, mais aussi le pancréas ici. Donc elle va, qui m'a fait un trajet sinueux, elle va me laisser une empreinte ici sur le pancréas. Elle a un trajet sinueux qui va venir varier entre le supérieur et le postérieur, supérieur, postérieur, jusqu'à arriver au île de la rate, où elle va se développer. Maintenant, elle vascularise ici une partie supéro-postérieure du corps et de la queue de notre pancréas, mais elle peut aussi aider à donner des branches collatérales. Alors, deux branches qui vont être importantes, voire 3, on peut citer 3 branches pour vasculariser le baqi et le pancréas. On a déjà, ici en numéro 3, ici, c'est l'artère pancréatique dorsale. Cette artère pancréatique dorsale qui peut me venir de plusieurs sources. Ici, elle me vient de l'hépatique commune, elle peut me venir de la splénique. Donc les auteurs vont te faire mais il y a des variations anatomiques. Cette artère cette artère pancréatique dorsale, elle est importante. Voilà, parce qu'elle m'aide à vasculariser le côté postérieur du corps du pancréas, pardon. Et elle peut me donner une collatérale importante qui est la pancréatique transverse, la numéro 4. Cette pancréatique transverse aide aussi donc à vasculariser le baqi, le corps de la rate. En plus de ces 2 artères-là, pancréatique transverse qui est une branche de la pancréatique dorsale, on a une dernière branche qui aide à vasculariser le côté, cette fois-ci, inférieur du corps et de la queue du pancréas. C'est ce qu'on appelle l'artère pancréatique inférieure. Alors cette artère, mais je vais faire le schéma, parce que c'est une branche plus ou moins inconstante, la mésentérique supérieure. Donc elle vient vasculariser le côté inférieur, comme son nom l'indique, du pancréas. Además, ce sont des artères bonus, si tu veux. La vascularisation du pancréas, elle est sujette aux variations anatomiques et les auteurs ما تفهموش مليح عليها. ما تفهموش على كلمة واحدة.
Mais ce que tu dois retenir en priorité, c'est bien sûr les arcades. Les arcades pancréatico-duodénales, ventrales et dorsales qui vont vasculariser le bloc interne. Pour le drainage veineux, il sera calqué sur l'artérielle, sur la vascularisation artérielle, par le biais de deux arcades, une arcade veineuse antérieure et une arcade veineuse postérieure, avec kiff du côté gauche, le pancréas gauche, qui va être drainé essentiellement par la veine splénique. Tout ce sang veineux, il va être tributaire bien sûr du réseau porte, du tronc porte et de la mésentérique supérieure. La mésentérique supérieure, elle vient justement former le tronc porte terne. Lymphatique. Alors, le réseau lymphatique, on va trouver plusieurs courants lymphatiques. On n'a pas de schéma, on va reprendre le schéma ici, tu as les artères. On a plusieurs courants lymphatiques pour drainer la lymphe. Tu as le pancréatéaque, tu as le bloc de pancréatique. On a un courant supérieur, un courant inférieur, un courant postérieur gauche et un courant postérieur du côté droit. Donc ces courants-là, le courant ici supérieur, il va venir se drainer au niveau des lymphoneux de la région splénique. Kiff pour le réseau postérieur gauche, le courant postérieur gauche, le courant lymphatique postérieur gauche, il se draine ici au niveau de lymphoneux du île de la rate. Le courant inférieur, c'est pour les ganglions donc de la mésentérique supérieure, et pour le postérieur gauche, droit, il va venir se drainer au niveau des lymphoneux, des arcades pancréatico-duodénales, jusqu'à remonter au niveau des lymphoneux de la région donc hépatique. Donc de manière générale, on va dire que les lymphatiques sont tributaires des chaînes de ganglions de lymphoneux hépatiques, donc de la région hépatique, où il y a l'artère hépatique qui passe, mésentérique supérieure et les latéraux aortiques de part et d'autre de l'aorte. Pour l'innervation, on a une double origine sympathique-parasympathique qui nous vient de manière générale du plexus cœliaque, le plexus solaire, qui va me lancer des nerfs efférents jusqu'à ce bloc du pancréatique qui va permettre de contrôler la motilité, la sécrétion de notre duodénum. Donc, le contingent sympathique est donné les nerfs splanchniques et le contingent parasympathique est donné le nerf vague, le pneumogastrique, le 10. Et il va être considéré comme le nerf sécréteur du pancréas, sachant que ce contingent sympathique parasympathique gêne le plexus cœliaque, plexus solaire. Et c'était tout du coup pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ala khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.